Bonjour et bienvenue sur le podcast du Centre de prévention du suicide intitulé « Le deuil après suicide, parlons-en ». Le Centre de prévention du suicide, situé à Bruxelles, existe depuis plus de 50 ans. Il propose à chaque étape du processus suicidaire une écoute active permettant aux personnes en crise d'exprimer leurs souffrances, de clarifier leur situation, de prendre du recul et d'ouvrir d'autres possibles. Les services du Centre de prévention du suicide permettent une prévention du suicide complète et complémentaire. Parmi ceux-ci, la ligne d'écoute anonyme est gratuite, le 0800 32 123. Nos écoutants bénévoles répondent aux appels avec bienveillance et sans jugement. Le Centre de prévention du suicide propose également des consultations pour accompagner la crise suicidaire et le deuil après suicide, des formations et des sensibilisations, des interventions en collectivité suite à un passage à l'acte suicidaire et un centre de documentation. N'hésitez pas à consulter notre site web www.préventionsuicide.be. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Déborah Dessec, je suis chargée de communication au Centre de prévention du suicide. Je présente ce podcast, Le deuil après suicide, parlons-en, et poserai dans ce cadre des questions aux invités afin de les faire témoigner sur leur vécu. Mon collègue Nicolas Millet, psychologue spécialisé dans l'accompagnement de la crise suicidaire et du deuil après suicide, est présent à mes côtés et interviendra à la fin du podcast pour donner son avis éclairé sur ce que nous entendrons. Bonjour Nicolas. Bonjour Déborah. J'accueille à présent notre invitée Myriam. Myriam, pouvez-vous vous présenter ainsi que votre histoire à nos auditeurs ? Bonjour, je suis Myriam. Bruno et moi, nous nous sommes rencontrés lorsque j'avais 18 ans. Lui avait 21 ans. Nous sommes tous les deux musiciens classiques, pédagogues. Et on a eu beaucoup de bonnes années ensemble. On a beaucoup ri, on a partagé nos nombreuses affinités. Puis on a fondé une famille. C'était un projet qui nous tenait fort à cœur, une maison pleine d'enfants. Ça piaillait de vie dans la maison. Et je crois que ça a été un remède pour Bruno à la mélancolie, ces années-là. À cette époque-là, il avait beaucoup d'énergie et de goût de vivre. Et on avait un cercle familial, amical et professionnel assez chaleureux autour de nous. Puis, il y a déjà eu des épisodes d'insomnie et d'anxiété à certains moments de sa vie. Par exemple, à l'achat de notre maison et à la mort de son papa. Mais à chaque fois, il a remonté la pente et on a retrouvé une vie plus ou moins normale. Par tout ce que Bruno me partageait, il apparaissait aussi de plus en plus qu'il avait souffert dans son enfance. C'est la tendresse et l'amour inconditionnel qui avait vraiment manqué pour lui. En 2013, après le décès de ses parents, avec l'héritage, nous avons acheté une maison à la campagne. Alors, la signature du compromis de vente a réveillé chez lui une anxiété vraiment démesurée. Il a recommencé à avoir des insomnies redoutables, suivies de journées de total accablement. Et peu à peu, il a sombré dans une dépression. Il a été mis en congé et malgré le soutien des professionnels de santé, et le mien, et celui de son entourage, il a dû être hospitalisé. À l'issue de ces 3 mois d'hospitalisation, Bruno allait beaucoup mieux, mais ce qu'il m'a confié alors a vraiment été bouleversant pour moi. Il m'a révélé son homosexualité. Bruno m'avait déjà touché un mot de son attirance pour les hommes, mais j'avoue qu'à 18 ans, ça ne me disait rien. Et puis plus tard, quand on avait des enfants en bas âge, je crois que, inconsciemment, ça me faisait craindre que la famille se brise. Donc, je lui demandais si il m'aimait et s'il voulait continuer la vie avec moi. Et c'était toujours un grand oui. Mais là, c'était autre chose. Plus moyen de contourner le sujet, car Bruno lui-même venait de payer le prix à force de l'étouffer. C'était comme une casserole à pression qui avait explosé. C'est du sérieux. Alors entendons-nous, ce n'est pas le sujet en lui-même qui me pose un problème. On a beaucoup d'amis homosexuels et je respecte évidemment
les différentes formes d'amour. Mais dans ce cas-ci, c'était vraiment confrontant pour notre relation. En 2015, Bruno a rencontré quelqu'un. Il me l'a très vite annoncé. Ça m'a fait un choc. S'en sont suivis après, des années, plusieurs années, 6 années en fait, de réflexion, de doutes, de longues conversations avec Bruno, de visites chez des thérapeutes. Et j'étais vraiment perdue. Et Bruno, de son côté, était très accablé par la culpabilité. On vivait toujours ensemble, en soi, en fait, on s'entendait très bien. Vous seriez rentré à la maison, vous n'auriez pas senti la tension. Non, on s'entendait bien. Mais bien sûr, sur le fond, il y avait des grandes questions qui se posaient. Il a annoncé assez tard, ça a pris plusieurs années, pour l'annoncer aux enfants. Nous avons 4 enfants qui l'ont vraiment accueilli avec beaucoup d'amour. Et puis à nos familles, à nos amis proches. Et ce coming out lui était très lourd. Et en même temps, tous lui disaient leur accueil, leur amour. Personne n'a mal réagi. Tout le monde était dans l'accueil. Puis Bruno s'est assombri de jour en jour et il a recommencé en fait. Il a recommencé à avoir ses nuits criblées d'insomnie. Le jour, il était abattu de tristesse et il a été à nouveau admis à l'hôpital. Et à ce moment-là, en fait, moi, j'ai vraiment touché mes limites. J'ai senti que nous n'étions plus dans la justesse, dans ce qu'on vivait, qu'il fallait bouger, qu'il fallait prendre des décisions, se séparer, pour pouvoir déployer nos vies à partir de la réalité et cesser d'être dans la nébuleuse au niveau affectif. C'est surtout ça que je ressentais à ce moment-là. Et je répétais à Bruno que ça ne changeait rien à mon amour pour lui, à mon amitié, à ma solidarité, à toutes les qualités qui définissaient notre relation depuis toujours. Et aussi, notamment, le souhait de continuer à être ensemble des parents aimants pour nos enfants. Mais ça, je le sais parce qu'il me l'a dit après, mais cette séparation a été un déchirement pour lui. Et il n'arrivait pas à rebondir. Et même s'il y avait un avenir possible avec son compagnon, il n'arrivait pas à repartir sur une nouvelle voie. Au sortir de l'hôpital, il est allé vivre chez des amis, de bons amis à nous. Et puis ensuite chez son compagnon. Donc là, on s'est séparés, on va dire pour de bon. Puis c'était le Covid. Et le délabrement qu'il a suscité chez bon nombre de personnes qui étaient psychologiquement fragiles, comme lui. Surtout parce qu'il était empêché de faire tout ce qu'il aimait le plus au monde. Il était professeur de piano, il avait des chorales, il donnait des concerts, il partageait beaucoup d'activités pédagogiques avec des collègues. Être privé de ça, ça a été très très dur dans l'état où il était. Et bien qu'il soit toujours suivi par des psychiatres et des thérapeutes, il a toujours courageusement vraiment pris les choses en main. Il a été repris par des angoisses, et des angoisses telles que il n'arrivait même plus à sortir de son lit. Il était littéralement paralysé. Alors à cette époque-là, c'était plutôt les personnes autour de lui qui s'occupaient de lui, mais je savais que c'était comme ça. Je lui ai proposé d'aller s'installer à la maison de campagne pour l'été, puisqu'il était en congé, en disant, voilà, peut-être après ça, on verra ce qu'on fait, les décisions qu'on prend par rapport à la maison. Et il est parti là-bas, et peu de temps après, voilà, c'est là qu'il s'est suicidé, le 13 juillet 2020. C'est comme si sa part d'ombre, vraiment, cet abîme sans fin qui a pris une densité telle que, une ampleur vraiment dévorante. Et les derniers temps, c'est comme
un violent ouragan qui est venu le prendre, qui est venu l'emporter. Et donc, on aura partagé 37 ans de vie commune. Alors, Bruno, autant il pouvait être terriblement angoissé et dans cet état d'âme assez mélancolique, autant il était éblouissant de talent, que ce soit dans la musique, mais tout ce qui touchait, ça pouvait être la photo, la peinture, la poésie. Il avait vraiment beaucoup de goût et beaucoup de finesse. En fait, il avait une sensibilité hors du commun. Je lui disais d'ailleurs, c'est pour ça que je t'aime, pour tout ce que tu es. Et en partie, on partageait beaucoup sur ce plan-là. C'est ça qui le rendait aussi très attachant, c'était cette sensibilité. Il était aussi quelqu'un de très cultivé, il était curieux intellectuellement aussi de tout. Physiquement, il avait beaucoup de vitalité. En fait, il y a des moments de sa vie où il n'en avait plus, mais en temps normal, il avait beaucoup d'énergie, il était beau, fort, sportif, il faisait du jogging, du vélo, de la montagne. Il nous a emmenés partout en vacances, il nous a emmenés faire du camping, des bivouacs. Il était curieux du monde, il nous a emmenés voyager. Ça c'était aussi Bruno, voilà, ce côté-là. Il adorait la nature, la vie simple. En tant que pédagogue, il a concouru à faire aimer la musique à beaucoup de gens. Beaucoup de gens, des centaines, parce que vraiment, il a eu beaucoup de choristes aussi. Et je rencontre encore aujourd'hui des gens qui me disent « Ah, mais c'est grâce à Bruno que j'aime la musique ou que j'ai appris à l'apprécier. » Et puis, quelque chose aussi de très typique de lui, c'était qu'il était toujours très touché par la misère, par les sans-abri, par les réfugiés. Et ça, jusque peu de temps avant sa mort, il allait, par exemple, distribuer des repas aux réfugiés. Il était vraiment très concerné par la misère du monde. Oui. Comme papa, il était extrêmement attentionné. Il a toujours été très concerné par le développement des enfants, comment les conseiller, les guider, avec ses filleuls aussi. Voilà. C'était quelqu'un de généreux et aussi de très courageux, parce que ce qu'il a traversé, c'était terrible et il l'a traversé avec courage. Merci Myriam pour cette introduction. Comment avez-vous vécu la période qui a suivi le décès par suicide de Bruno ? Je me suis rendue avec 2 de mes enfants à la maison de campagne où m'attendait toute la famille de Bruno, ses frères et sœurs, mes beaux-frères, belles-sœurs. Bon voilà, dans un tout premier temps, on est juste hébétés, on ne peut pas le croire. Je n'avais pas vu Bruno depuis une semaine, puisque j'étais partie faire des concerts en Suisse et c'est le jour où je suis retournée que ça s'est passé. Une fois que j'ai appris l'heure à laquelle il est décédé par le médecin légiste, je me suis rendu compte que sur le trajet de retour, à cette heure-là, j'avais été prise par une irrépressible envie de dormir. Et ça m'a vraiment frappée. Je me suis dit, c'est vrai qu'on est quand même toujours reliés. On est toujours reliés. C'est là que j'ai rencontré son compagnon pour la première fois, c'est autour de son lit de mort. Et mes belles-sœurs m'ont demandé si c'était OK pour moi de le rencontrer. Et j'ai vraiment ressenti, voilà, maintenant, il fait partie de la famille. On a tous les deux aimé Bruno et ça m'a été finalement, ce moment-là, très clair. On a dû faire signe à ma fille qui venait de partir à vélo, en rando. On a dû surtout prévenir mon fils aîné qui, lui, habite en Asie. Il a fallu faire un coup de téléphone horrible. En pleine nuit, pour lui annoncer la mort de son papa. La décision a été prise assez rapidement que, si possible, on voulait garder le corps de Bruno avec nous.
Donc, on a parlé avec les pompes funèbres pour tenter de mettre les choses en place pour qu'on puisse garder le corps de Bruno, de préférence aussi jusqu'à ce que mon fils qui habitait loin puisse nous rejoindre. Alors là, je dois dire, les pompes funèbres ont été magnifiques. Ils ont vraiment été tellement adéquats et tellement sensibles et ils ont tout fait pour qu'on arrive à ça. En fait, malheureusement, ça n'a pas tout à fait marché parce qu'on a dû refermer le cercueil juste un jour avant que mon fils arrive. Pour moi, ça a été un moment très important. C'est on a reçu beaucoup de visites et heureusement, en fait, il était vraiment beau à voir. Il y avait vraiment... Ça faisait chaud au cœur de le voir vraiment dans sa beauté. Voilà, il n'était pas abîmé. Et ça nous a permis de petit à petit pouvoir accepter la réalité. On a été rejoints par des amis, de la famille. On a été extrêmement bien entourés à ce moment-là. Petit à petit, on a commencé à réfléchir aux funérailles. J'ai trouvé en fait un prêtre qui est de la communauté gay chrétienne. Là, on voulait faire une cérémonie qui dise les choses telles qu'elles sont, voilà, qui soit authentique. Je remercie aussi vraiment beaucoup ma belle famille parce que les frères et sœurs et beaux-frères et belles-sœurs de Bruno m'ont tout à fait laissé le champ libre en fait pour tout, que ce soit est-ce qu'on l'incinère, est-ce qu'on l'enterre, où est-ce qu'on le fait, comment. Non, vraiment, ça m'a beaucoup aidé de pouvoir prendre des décisions sereinement. Et donc finalement, on l'a incinéré et on est parti à Bruxelles après avec ses cendres. Ma meilleure amie a vraiment fait a cousu quelque chose autour de l'urne et on a posé une peinture de Bruno dans l'église et on a pu faire une cérémonie en fait vraiment qui nous a fait du bien et pas qu'à moi, vraiment beaucoup de gens en ont témoigné. C'était une cérémonie qui a duré 3 heures, mais je vous assure, il n'y avait pas une mouche qui volait. C'était tellement... Il y avait une telle écoute. J'ai dit à tous les gens qui voulaient témoigner, j'ai dit, vous pouvez témoigner, tout le monde peut dire quelque chose. Je vais empêcher personne de parler. Mes enfants aussi, je les ai encouragés à s'exprimer. Je dis, je pense que c'est un jour dans sa vie, c'est le moment de le faire. Voilà ce qui a été dans un premier temps. Je ne parle pas tellement de mes émotions parce qu'à ce moment-là, elles sont comme congelées, anesthésiées. Bien sûr, on pleure, mais tout est à venir en fait. C'est comme ça que je l'ai vécu. Merci Myriam. Justement, par rapport à vos émotions, comment est-ce que vous avez vécu ce deuil ? Mais dans un premier temps, ce qui est le plus frappant pour moi, c'est que tout perd son sens. Plus rien n'importe. Ça, c'est vraiment très très fort. Je dirais même que ça persiste encore aujourd'hui. Pas avec la même intensité, mais tout est absurde. C'est un besoin de repli parce que dès que je suis dehors, ça me semble déjà absurde que le monde continue à tourner après ce qui s'est passé. Voilà. Donc, c'est cette sensation d'étrangeté avec le monde extérieur. En même temps, un grand besoin de sécurité, donc tout ce qui est resté à la maison, dans du connu. De nouveau, ça persiste encore aussi un peu aujourd'hui. Je vais avoir tendance à pas avoir envie d'aller vers l'inconnu ou de faire quelque chose que je n'ai jamais fait ou commencer une activité que j'ai jamais faite. Non. Pour le moment, je sens pas cette envie. Donc ça, c'est très fort. Ce besoin de rester entre nous, entre tous ceux qui connaissent la situation. C'est pour moi, par exemple, difficile, peut-être quelques semaines, quelques mois après, de pouvoir rencontrer des gens qui savent que c'est arrivé, mais qui ne m'en parlent pas.
Pour moi, ça, c'est d'une grande violence. Socialement, c'est assez lourd. Et puis, bon, il y a aussi un aspect vraiment administratif. Ça, c'est pas autant des émotions, mais plutôt du matériel. Mais quand on perd son mari, il y a des tas et des tas de choses qui s'amoncellent au niveau de l'administratif. Et donc, ça fait en même temps un peu tenir debout, parce qu'il faut aller à un rendez-vous chez le notaire, Et là, j'ai souvent demandé de l'aide à un ami qui m'accompagne à des rendez-vous. Il y a aussi, pour les enfants, la sensation, pour l'instant, en tout cas, il faut que je tienne. Je ne veux pas forcément cacher mes émotions, mais je me rends compte que tout est tellement fragile que il faut qu'en tout cas, moi qui me sens être devenu le seul pilier, je tienne quand même la route. En tout cas, à ce moment-là. Je pense que c'est ce qu'on appelle, ce déni, c'est de ne pas me laisser sentir aussi ce que je ressens. Voilà, c'est comme si je remettais ça plus tard. C'est comme si je mettais un plexiglas entre moi et mes émotions. Je fonctionne, j'agis, je me vois aller à un rendez-vous, je me vois chercher des documents. Mais c'est comme si c'était en mode zombie, quoi. Et ce mode-là, il a quand même duré longtemps. C'est cette sensation, je m'en fous de tout. Tout m'est égal. C'est vrai que après la mort de Bruno, il y a encore eu vraiment des longues périodes avec des soucis avec le Covid. Ça ne m'importait pas du tout. On a traversé ça, oui, dans l'indifférence totale. Qu'est-ce qui vous a aidé à retrouver une forme de sens et à vous sentir progressivement reconnecté à la vie? Le soutien de nos amis, de nos familles, ça a été très important. Parfois, les gens disent « je ne sais pas quoi faire », quelqu'un a perdu un proche. Moi, j'ai vraiment des exemples de ce que des amis ont fait pour nous, vraiment magnifiques. Par exemple, j'ai une amie qui est venue apporter une quiche tous les mardis pendant 1 an. Bon, c'est quand même incroyable. J'ai reçu d'amis qui habitent à l'étranger des petites mitaines tricotées dans une enveloppe ou des petits mots avec un petit sachet de thé dans l'enveloppe. A hug in a cup, par exemple. J'ai reçu un bon pour un massage. J'ai été invitée à un week-end d'émergence sur la mort et le deuil. J'ai un voisin qui m'a proposé de m'aider pour le jardin. Ma voisine marocaine m'a fait un super bon couscous. Et elle m'a dit, quand tu veux, tu viens me demander, je te fais un couscous. Je lui ai demandé. J'ai une amie qui m'a enregistré une prière sur WhatsApp. Et je l'écoutais en m'endormant. Voilà, plein d'attention vraiment incroyable. Et puis, la famille de Bruno a été très présente pour moi. Mes frères et sœurs aussi. Ça a été, vivre ce deuil avec la famille, toute proche. Et surtout que, tout à l'heure, je parlais un peu de rituels qu'on a pu faire, mais à chaque fois, la famille était à fond. Ok, on y va. Et puis alors, il faut que je dise aussi quelque chose qui m'a vraiment aidée à me reconnecter à la vie. C'est 6 mois après la mort de Bruno, mon fils aîné, ma belle-fille, nous ont annoncé qu'elle était enceinte. Et une petite fille est née en novembre 2021. Et ça, pour nous, ça quand même, pour tous, pour mes enfants et moi, ça a été vraiment aussi magnifique. Ça nous a fait vraiment chaud au cœur, quoi. C'est notre petite perle. Vous parlez de rituels, de symboles souvent faits en famille. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? On a pris la décision d'enterrer les cendres de Bruno dans un endroit qu'il aimait.
qui est une réserve naturelle proche de la maison de campagne, qui s'appelle Haute-Roche. On ressent tous la présence de Bruno quand on va là-bas. Et je me rappelle, cet été-là, on est allés avec les enfants, juste les enfants, ma belle-fille et moi. On a été... C'est un endroit... Il y a des promenades qui passent par là. C'est une réserve naturelle. Eh bien, il n'y a personne qui est passé toute la journée, alors que c'était une très belle journée d'août. En fait, moi, j'ai dit aux enfants que... J'aurais dit, vous savez quoi ? Moi, je ne vais pas rester avec une urne dans mon salon pendant des années, comme j'entends que ça se passe parfois. Simplement parce que le temps passant, on ne sait plus très bien c'est quoi qui serait juste de faire. Et tout. J'ai dit, vous savez, vraiment, moi, c'est maintenant. Donc, on est monté là-haut avec des bêches, des pioches et tout ça, parce que ça s'appelle Haute-Roche. Et donc, fallait y aller. Et j'ai vraiment été touchée de voir mes enfants qui étaient prêts à casser la montagne pour émettre les cendres de leur papa, quoi. Parce que c'était pas juste éparpillé dans les airs, dans le vent, c'était vraiment, ils voulaient l'enterrer. Et donc, souvent, quand on fait un hommage à Bruno, on va toujours tous se retrouver là. Et bien sûr, individuellement, comme c'est notre cimetière, hein, on y va et c'est notre lieu de recueillement, quoi. En préparation de ce podcast, vous nous avez beaucoup parlé de retraites que vous avez faites et de spiritualité. Est-ce que vous pouvez nous en parler ici ? Le besoin de solitude s'est fait sentir à la fois, comme je vous disais, le soutien des amis, de la famille, c'était super important. Et à la fois, et ça je pense que c'est peut-être pas que moi, mais je pense que la solitude, c'est aussi un lieu où on peut se ressourcer dans une période de deuil. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez des émotions. Eh bien, moi, c'est finalement presque le premier moment où j'ai pu être seule, tout à fait seule et dans une intimité complète, en sachant que personne n'allait donc me déranger. C'est quand j'avais été accompagner mon plus jeune fils qui commençait ses études à Amsterdam. J'avais amené en voiture puisqu'on avait du matériel. Et lorsque je suis rentrée, mais j'ai vraiment eu un déluge de larmes. Mais vraiment un déluge. J'ai mis des heures et des heures à rentrer, parce que je devais m'arrêter régulièrement à une station d'essence. Tellement j'étais prise par mes émotions. Et donc, voilà, c'est confrontant, mais pour moi, en tout cas, je pense que ça doit pouvoir avoir une place. Donc, j'ai été à un endroit qui s'appelle Pénuel. Ce sont des petites poustinias, ça s'appelle, des petites maisons en bois avec juste une table, un lit et un poêle à bois. Et j'ai été une fois là-bas. Là, j'étais tout à fait seule. J'avais envie de me replonger, en fait, dans les carnets que j'ai écrits, parce qu'en fait, j'écris beaucoup. Ça m'aide aussi, d'ailleurs, beaucoup. Et j'avais envie de relire mes carnets et de faire une sorte de résumé. Je ne sais plus où j'en étais, j'avais besoin de ça. J'ai aussi fait, à certains moments, j'ai fait une retraite guidée. Là, c'était une retraite en silence avec quelqu'un qui était issu de la religion chrétienne orthodoxe et une autre du bouddhisme. Voilà, une prêtresse zen. Ceci dit, voilà, en dehors de ces retraites, j'ai la sensation d'être connectée à Bruno. Je n'ai pas vraiment besoin d'entendre des preuves ou de lire des livres sur la vie après la mort ou quoi. Bien sûr, j'ai lu beaucoup de bouquins, mais je veux dire, j'ai pas vraiment besoin de preuves. Je sens cette présence de Bruno. Ça m'arrive souvent de lui parler. Ça m'arrive de lui demander de l'aide. Ça m'arrive de le sentir vraiment proche. Ça m'est arrivé surtout la première année de rêver de lui. Pour moi, c'est vrai que c'est une évidence que la mort n'est pas la fin de tout. Par exemple, dernièrement, donc ça veut dire, là on est 3 ans et demi après, j'ai eu des messages de 2 amis proches, très proches, qui m'ont raconté qu'elles ont rêvé de Bruno, qui apparaissait
dans vraiment toute sa flamboyance. Et qu'il était souriant. Et ça, c'est par exemple quelque chose qui m'a vraiment frappée. Ça me nourrit vraiment d'entendre ça. Ce qu'il y a aussi eu, c'est par exemple des morceaux de musique que j'entendais à un certain moment à la radio, qui étaient vraiment particuliers, voilà, parce que c'était pas les grands tubes, c'était des morceaux qui avaient une... Pour moi, c'était comme si Bruno venait me dire bonjour, vraiment, parce que ça me rappelait des souvenirs bien, bien précis. Puis ça arrive souvent qu'on dise « Ah, papa, il aurait bien aimé ça » ou « Ah, j'ai fait ça » et tu te rappelles que papa, il aimait bien ça ou on fait un plat, on se rappelle qu'il aimait bien. Voilà. C'est toutes des choses qui le gardent vivant. Est-ce que vous avez cherché un accompagnement pour ce deuil après suicide ? C'est un peu par hasard qu'une amie m'a envoyé un SMS, mais même dans la semaine où Bruno est mort, en m'envoyant les coordonnées du Centre de prévention du suicide. Je les ai contactés quelques semaines après, sans trop savoir, mais en me disant « Bon, on va peut-être bien avoir besoin d'aide. » Toujours dans ce déni, je ne me rendais pas compte à quel point on en avait besoin, en fait. Et là, nous avons un rendez-vous en famille. Là, c'était les 4 enfants et moi. Nous avons été reçus par 2 psychologues. Et je me rappelle l'état de fatigue dans lequel j'étais à ce moment-là. Je me rappelle que j'avais même la peine à tenir sur ma chaise. Vraiment, c'était à ce point-là. Je me rappelle aussi que c'était chouette de voir que les enfants avaient une personne extérieure à qui parler de ce qu'ils ressentaient. C'est comme si ça me déchargeait momentanément un peu d'être celle qui doit tout gérer. Voilà, le psychologue a un petit peu donné déjà des pistes pour déculpabiliser. Ça, je me rappelle. À la suite de ça, moi, j'ai commencé à être accompagnée par un psychologue du centre et également ma fille par une autre psychologue. L'un de mes enfants, donc, qui se trouvait en Hollande, a trouvé un accompagnement sur place d'une psychologue. Et en fait, ces rendez-vous-là, c'était pour moi comme avoir un témoin du chemin que je parcourais. Au début, on a passé énormément d'heures à faire ce qu'on appelle l'autopsie psychologique. Un besoin que nombreux ressentent, je pense, c'est de comprendre pourquoi, comment quelqu'un est arrivé à ce geste. C'est aussi, en fait, ces rendez-vous, c'est aussi sortir de la confusion, parce que quelqu'un reformule, clarifie les choses qu'on dit, les sentiments, ou aide à gérer la culpabilité, le chaos, qui indubitablement, il y a beaucoup de chaos à ce moment-là. Et par exemple, concernant les rêves, c'est étonnant parce que je les avais notés, mais après, quand le psychologue m'a demandé si j'avais fait des rêves dernièrement, j'ai regardé dans mes carnets, j'ai vu « Ah ben oui, j'en ai fait ». Et c'est comme si je lisais le rêve de quelqu'un d'autre. Comme si j'avais pas vraiment conscientisé ce que j'avais rêvé. En fait, j'avais fait des rêves affreux, horribles. C'était des rêves qui décrivaient des situations de dévastation complète, des paysages de guerre, par exemple, une amie qui me montrait la maison qu'elle venait d'acheter et je lui disais « Mais tu te rends pas compte de ce que tu as acheté ? Il y a un obus qui a traversé le toit. Tu vas devoir réparer ça. » Donc, c'était tous des rêves comme ça, très apocalyptiques, en fait, hein, vraiment. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ça m'a fait aussi réaliser que peut-être les rêves allaient m'aider à comprendre mieux ce que je vivais à l'intérieur. Alors qu'en temps normal, on fonctionne. Et là, les rêves viennent dire, en fait, c'est comme ça que tu te sens. Alors, j'ai aussi fait des très beaux rêves de Bruno. C'était pendant la première année. Étonnamment, après la première année, j'ai observé que c'était plus le cas. Mais
Pendant la première année, c'était toujours des rêves où il venait nous guider dans une promenade, par exemple. Et même parfois, il n'était pas présent, vraiment visible dans le rêve, mais quelque part au loin, on savait que Bruno était allé en éclaireur chercher si on était sur le bon chemin. Donc c'était assez symbolique. Ou alors, je rêvais de lui, qui était tout près de moi, et je me disais dans le rêve, « Attention, c'est un rêve, il va bientôt partir, faut vite que je lui dise. » Et je lui disais, « Je t'aime !» Donc, outre l'accompagnement individuel et familial, j'ai donc pu participer à un groupe de parole au Centre de prévention du suicide. C'était un groupe fermé, ce qui est quand même plus sécurisant, je trouve, quand on est dans le début du deuil. Pour moi, le début du deuil, ça peut être 2-3 ans, c'est pas 2 mois. On s'est trouvés là avec des personnes qui venaient de toutes sortes d'horizons sociaux, culturels, différents. Et on a vraiment vécu, pour moi, des moments uniques. On était accompagnés par 2 psychologues. On a été très bien guidés. Il y avait parfois un jeu à faire avec des cartes où il y avait... à un moment donné, on nous a demandé d'écrire une lettre à nos défunts. C'était très, 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 très touchant. On s'est pris vraiment d'amitié pour nos compagnons d'infortune, je vais dire. On était touchés par les proches qu'ils avaient perdus et on a vécu vraiment une humanité magnifique. D'ailleurs, maintenant, c'est terminé parce que malheureusement, ça doit avoir une fin vu que les psychologues ont d'autres groupes à prendre. Encore aujourd'hui, on continue à se voir, on va de temps en temps boire un verre ensemble. On a un groupe WhatsApp qui s'appelle l'ascenseur, puisque notre morale monte et descend. Et on a à cœur d'entendre les nouvelles des uns des autres. On s'envoie parfois encore aujourd'hui des messages sur ce qui arrive dans nos vies d'important. Voilà. J'ai eu vraiment la sensation que j'avais besoin de, je dirais, rejoindre une famille. Quelque part, une fois qu'une chose pareille vous est arrivée, vous vous sentez comme frère, sœur avec ceux à qui c'est arrivé. C'est quelque chose qui nous marque pour la vie, donc quelque part, je pense à un peu ma nouvelle famille, ma petite famille d'accueil. C'est différent de se trouver avec des endeuillés par suicide. C'est plus intense, là, on peut s'identifier à la douleur les uns des autres. Et c'est quelque chose qui est guérissant. Vous avez raconté que lors de la première séance au Centre de prévention du suicide, vous ressentiez une telle fatigue que vous aviez du mal à rester assise sur la chaise. Justement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour accompagner la manière dont le corps est affecté dans le deuil après suicide ? J'ai eu la chance d'avoir une médecin traitante qui m'a fait une prescription pour des séances de kiné dans lesquelles j'ai vu, elle a spécifié accompagnement du deuil. J'ai trouvé ça formidable. Donc j'ai une kiné qui m'a tout simplement, vraiment, tous les 15 jours, fait des massages, mais bon, donc des massages pas style bien-être, mais j'ai rien contre, mais des massages structurants, comme on appelle ça, et en sachant, voilà, ce qui m'arrivait. J'ai eu ces séances pendant longtemps. Encore aujourd'hui, ensuite, c'est parce que j'ai eu une pathologie aux épaules, qui s'appelle la capsulite, et donc j'ai reçu encore à ce moment-là d'autres séances, ce qui fait que finalement, l'un dans l'autre, depuis la mort de Bruno, je vais tous les 15 jours chez la kiné. Et je pense que pour moi, c'est vraiment une chance d'avoir eu un accompagnement du corps. Certainement que ça a évité beaucoup de problèmes et que ça m'a fait du bien. J'étais à un niveau d'énergie hyper bas, quoi. Le corps aussi est en deuil. On est un tout. C'est pas juste je pleure, mais c'est aussi mon corps pleure. Et je pense vraiment qu'il a besoin d'être accompagné. Par exemple, pour ceux qui connaissent les fleurs de Bach, eh bien, il existe un mélange qui s'appelle deuil, chagrin, séparation. Eh bien, j'en ai pris pendant des mois et des mois. Parfois, j'avais envie d'avaler tout le flacon.
Mais il faut prendre ça goutte à goutte, il faut être patiente. J'observais aussi que, par exemple, j'ai pas mal de problèmes de mémoire, j'oublie des trucs, je me reconnaissais pas là-dedans. Bien sûr, pas trop d'appétit. Et cette fatigue, c'est vrai que c'est particulier. Moi, par exemple, je suis plutôt une lève-tôt, mais pendant, je vais même dire, des années, je n'arrivais pas à sortir de mon lit le matin. C'était tout un programme pour essayer de trouver comment j'allais faire pour sortir de mon lit. Vraiment, je pense aussi le besoin de sécurité qui faisait que c'était l'endroit l'endroit rêvé au monde. C'était sous la couette avec une bouillotte. Et loin du monde extérieur et sans devoir agir. Alors que sortir de son lit, ça sous-entend qu'on a des choses à faire. Hein. Il faut l'écouter le corps parce que il a beaucoup à nous dire. Hein. C'est aussi à ce moment-là que, en fait, moi, j'avais repris le travail. Bruno est décédé début juillet. En mi-septembre, j'ai repris les cours de flûte que je donne au conservatoire. Et totalement en mode zombie. C'est-à-dire que lorsque j'étais au travail, au fond, c'est comme s'il m'était rien arrivé. Je donnais cours comme avant, mais en fait, dès que je sortais, je poussais la porte, je montais sur mon vélo pour me rendre à la gare. À tous les coups, je pleurais tout le trajet de retour. Je me rendais compte que j'étais vraiment coupée. Ou bien je devais être professionnelle, et là, il fallait que je tienne. C'était aussi le cas dans un ensemble dans lequel je joue. Il fallait que je sois comme si rien ne m'était arrivé pour pouvoir le faire. Je ne pouvais pas mélanger, il ne fallait pas que quelqu'un me demande comment j'allais. Je disais, ça va. Parce que si je devais dire comment j'allais, je ne savais plus fonctionner. Donc après ça a commencé à prendre de plus en plus de proportions. Je me rappelle que vers la Noël, donc quelques mois après avoir repris le boulot et tout, je me sentais vraiment dans un état d'énervement par rapport à mes élèves. Si il y avait un concert de Noël, on va dire, hein, et quand j'entendais des détails, hein, comme une élève qui respirait à un endroit qui je trouvais pas favorable et sur lequel j'avais donné cours, je me sentais dans une colère, mais vraiment, je me suis dit, Myriam, ça va plus. Au moment de partir, mon collègue me dit Joyeux Noël. Après, j'étais juste une fontaine. Je suis retournée chez moi. Je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. Je me suis dit, ça va plus, hein, toi, ça va plus. C'est là que j'ai demandé au psychologue s'il pensait que je devrais peut-être m'arrêter de travailler. À tel point, j'étais vraiment tellement déconnectée de moi que je ne me rendais pas compte où j'en étais, quoi. Et c'est là que sont intervenus les rêves, là. Les fameux rêves apocalyptiques. Lorsque je les ai lus au psychologue, il n'y avait même plus rien à dire. Je dis, oui, ça va, je crois que je comprends que, en fait, ça va plus. Et donc là, j'ai été en congé. Et ça a été vraiment un moment crucial parce que c'est en fait à partir de ce moment-là, j'ai presque l'impression que c'est à ce moment-là que s'est arrêté le déni et où j'ai pu vraiment vivre ce qu'il y avait à traverser. Mais jusque-là, je crois que je n'étais pas encore assez forte. Mais là, je me suis sentie complètement effondrée. J'ai ressenti vraiment l'immensité du chagrin. Je pouvais plus fonctionner normalement. Là, je crois que j'ai pu régresser complètement. Là, je me levais même plus. Je vais presque dire, je me levais que pour aller chez le psy. Je me levais parce qu'il y avait pas mal de jeunes à la maison et qui m'y encourageaient, qui me faisaient à manger, tout ça. Mais vraiment, à ce moment-là, c'est comme si c'est là que je peux dire ce que c'était mes sentiments à la mort de Bruno. C'est avec ce décalage-là. C'est seulement là que j'ai pu laisser jaillir ce que ça me faisait, quoi. Je dois dire aussi que, quand je parle du corps en deuil, il y a donc aussi le corps aujourd'hui. J'estime qu'il est toujours en deuil, 3 ans et demi après. Et je trouve qu'il y a encore pas mal de choses qui sont atténuées, certes, mais qui sont toujours présentes dans un certain état de fatigue,
une énergie pour entreprendre quelque chose de nouveau, comme je disais tout à l'heure. Donc ça, pour le moment, c'est encore quelque chose qui persiste. Cette sensation de manque de sens, ces difficultés de me projeter à long terme, de m'engager dans quelque chose de nouveau. J'ai toujours l'impression que ça, ce sera dans des années. Maintenant, on verra, mais voilà. L'énergie physique et mentale n'est pas à son top. Ça, je le sens. En même temps, je dois quand même dire qu'après 3 ans, j'ai ressenti la sensation d'avoir enfin, au bout de la randonnée, un horizon. Ça, j'ai vraiment apprécié ça. Je me suis dit, j'ai l'impression que ça fait quand même 3 ans que je marche là dans les arbres et les feuillus et que tout à coup, j'arrive à un point de vue. Voilà. Ça, c'est quand même quelque chose. C'est comme un palier que j'ai pu atteindre et qui est vrai pour aujourd'hui et je ne sais pas comment ce sera demain, mais voilà. Socialement, encore aujourd'hui, je me sens en décalage par rapport aux autres, notamment au niveau aussi du timing. En fait, pour moi, je me lève le matin, je pense à Bruno, je me couche le soir, je pense à Bruno. Je pense qu'il n'y a rien à faire, ce thème est encore toujours absolument central dans ma vie. Même si je comprends parfaitement que le temps passe pour les autres et passe pas comme pour moi. Et je pense que pour les gens autour de moi, je ne sais pas s'ils se rendent compte à quel point c'est pour moi au prix d'un travail assidu et de soins que j'arrive à fonctionner, voilà, notamment au travail. Je me sens encore comme en 2 parties. Il y a la partie de moi qui peut fonctionner, un peu moins zombie qu'avant, et la partie de moi qui est dans le deuil, et ça ne fait pas encore un. Ça, c'est ce que je ressens. Donc, je tiens à préciser que vraiment, je n'ai aucun jugement par rapport à la façon dont les gens me soutiennent, parce que moi-même, par le passé, j'ai connu des personnes endeuillées, je n'ai pas forcément réellement été adéquate. Donc, je sais que c'est difficile et je me rends donc compte que moi-même, je n'envoie pas toujours les signaux qui leur permettent de sentir où j'en suis. Concernant ce qui m'a aidée, en fait, à partir de ce moment-là où j'étais en congé, j'ai vraiment beaucoup aimé lire à la bibliothèque du Centre de prévention du suicide. Il y a une grande quantité d'ouvrages vraiment intéressants et au fond, ces lectures ont vraiment fait écho à ma douleur et m'ont parfois aidé à comprendre aussi. Il y a des livres qui sont plus didactiques, on va dire, qui expliquent. Il y a des livres qui sont touchants. Moi, j'ai aussi beaucoup aimé lire des livres comme Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan. Livres qui ont aussi une part de poésie ou de belle langue, belle expression de la langue française. Il y a aussi Christian Bobin, qui est assez connu, mais j'avais déjà lu ce livre auparavant d'ailleurs. Il s'appelle La plus que vive. Ça, c'est aussi un livre qui est écrit avec une belle langue française. J'apprécie aussi beaucoup ça. Ça, c'est un livre qui, par exemple, m'a parlé parce que c'est un cri de quelqu'un qui est endeuillé. Voilà, c'est quelqu'un qui crie la perte de son aimé. Et la même chose avec Delphine de Vigan, qui là exprime le mal-être de tout un arbre généalogique qui est criblé de suicides. On sent que c'est écrit avec ses tripes. Et ça, moi, j'aime vraiment bien. Un 3e livre que je veux juste citer en passant, c'est Olivia de Lamberterie, qui a écrit Avec toutes mes sympathies. Et ça, c'est aussi un livre qui m'a fort touchée, qui parle du suicide de son frère. C'est aussi ce côté cri de douleur, d'injustice.
C'est écrit avec émotion et je m'y retrouvais bien là-dedans. J'ai aussi beaucoup apprécié tout ce qui est poésie, des poèmes qui parlent de la mort. Il y en a des magnifiques. Victor Hugo, Marguerite Yourcenar, Khalil Gibran, Tagore, Neruda, Théophile Gautier, qui a écrit Tristesse. C'est un poème vraiment, mais qui parle d'ailleurs du suicide, mais qui fend le cœur. Eh bien, je me sentais vraiment attirée vers tout ce qui était ultra dramatique. C'est là que je sentais le plus la nourriture, dans les besoins que j'avais de trouver quelque chose qui résonne avec ma douleur. Par exemple, même les psaumes de Job, ça c'est par exemple des psaumes qui sont mais vraiment noirs. Bien, je me disais, tiens, voilà, je vais lire ça, ça me fait du bien. Voilà, pas du tout des choses riantes. Alors, il y a un poème de Victor Hugo qui m'a fort touchée. C'est un grand classique de la littérature française. Il l'a écrit en 1856, 4 ans après la mort de sa fille Léopoldine. J'ai découvert que dans son recueil Les Contemplations, il y a énormément de poèmes de deuil, parce que lui s'est exprimé dans son deuil via la poésie. J'ai envie de vous lire un de ses poèmes qui s'appelle « Demain dès l'aube ». Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. En fait, ce poème, il me parle parce que, au fond, quand on va vers Haute-Roche, là où se trouve Bruno, les cendres de Bruno, ça me fait un peu penser à ce chemin qu'on monte pour aller le rejoindre. Ou souvent aussi, au printemps ou en été, je monte un petit pot de confiture avec de l'eau et des petites fleurs. Parce que comme c'est un endroit public, on ne peut mettre aucun signe. Donc, je mets des petites fleurs au pied de l'arbre et ça m'évoque vraiment ce poème tellement beau. C'est un très beau poème. Merci de nous l'avoir lu. Oui, donc c'est Victor Hugo et tous ces artistes m'aident à traverser le deuil, en fait. Et par exemple, au niveau musical aussi, il y a vraiment des musiques qui m'ont beaucoup touchée. Il y a par exemple dans la Passion selon Saint Jean de Bach, une très belle aria de soprano qui s'appelle « Zerfließe meine Herz ». Et c'est pour parler de la mort de Jésus. Donc, le texte dit, par exemple, « Dissous-toi, mon cœur, dans des flots de larmes. Dis au monde et au ciel ta détresse. » Et voilà, ça c'est une aria qui est, on va dire, elle est écrite pour moi. Il y a dans tous les styles, il y a Billie Holiday qui a écrit « I'll be seeing you in all the familiar places ». Il y a Grand Corps Malade qui a écrit « J'ai pas les mots ». Il y a donc ce poème de Théophile Gautier, Tristesse, qui a été mis en musique par Fauré. Et c'est
magnifique, mais c'est vraiment un crève-cœur, hein, mais c'est ça que j'aimais écouter. Alors, au moment où j'étais en congé, j'ai une grande amie française qui est psychologue et qui travaille avec de l'art-thérapie là-bas chez elle, qui m'a conseillé d'aller à ma maison de campagne. Enfin, je lui avais dit que j'allais aller régulièrement là-bas. C'est vrai que c'était une de mes premières expériences de la solitude. En fait, j'y allais c'était comme ma retraite. Et elle m'a conseillé d'emmener des pastels, des gouaches. J'ai donc expérimenté seule le fait de peindre, de dessiner. Parfois, je faisais ça dans le noir. Je mettais une feuille sur la table et des pastels autour de moi. J'éteignais les lumières le soir et je faisais ce que je voulais avec les couleurs. Je prenais comme ça au hasard les couleurs, voilà, parce que je voulais voir ce qui allait sortir. Et c'est vrai que là, j'ai déjà eu ce contact avec l'art-thérapie, qu'après ça, j'ai approfondi. J'ai été dans un groupe qui travaillait sur le deuil, un groupe d'art-thérapie qui s'appelle le Vortex. Avant ça, j'avais déjà expérimenté que ce qui est chouette dans l'art-thérapie, et que là, personne ne croit que je suis une grande peintre, hein, je suis comme n'importe qui, je ne dessine pas spécialement, c'est le fait de poser quelque chose à l'extérieur de soi, en couleur, en terre glaise, en pâte à modeler, en ce qu'on veut, et de voir, voilà, ça c'est hors de moi. Ça c'est un peu comme les rêves, ce que je vous disais sur les rêves, voilà, ça c'est ce qui vit en moi. Je pouvais observer, c'est vachement noir, hein, waouh. Ou bien je pouvais observer, c'est joyeux. Lorsque j'ai été dans ce groupe, qui est d'ailleurs vraiment très très chouette, avec 2 art-thérapeutes magnifiques, qui donnent alors tout un accompagnement, ça se faisait en journée, eh bien, c'est aussi ce qui se passait, c'est que je voyais, tiens, voilà, c'est ça que j'ai peint, c'est ça la couleur de mon monde intérieur, si vous voulez. Et ensuite, en art-thérapie, ce qu'on fait beaucoup, c'est transformer. Donc, presque toujours, on fait d'abord quelque chose parce qu'on a une consigne, et plus tard dans la journée, on y revient avec une autre consigne, et ça m'est arrivé de déchiqueter tout ce que j'avais fait et de le recoller autrement. Voilà, tout est possible en fait, hein. Et par exemple, pour moi, ces ateliers d'art-thérapie, ça m'a appris quelque chose de très important, c'est que je me suis rendu compte que j'avais un besoin de défoulement incroyable. J'ai fini par ne plus utiliser de pinceau et uniquement travailler avec mes mains. Je me suis dit, waouh, j'ai vraiment besoin d'exprimer quelque chose qui n'a pas encore pu sortir. Donc c'est ça qui est vraiment chouette avec cette technique. Souvent, les gens me demandaient si j'étais pas en colère. J'ai pendant longtemps dit non, je vois pas où est la colère. Ben là, je me suis dit, quand même, on dirait qu'il y a quelque chose, t'as quelque chose sur le cœur. Et en fait, un peu par hasard, j'ai eu l'occasion, après ça, d'aller nager dans la mer du Nord avec des petits-enfants. Et on a crié chaque fois qu'une vague arrivait sur nous. Et je me suis rendu compte, c'est ça qu'il me faut. Je vais hurler ici dans les vagues. Ça m'a vraiment, ça m'a fait un bien fou, hein, vraiment. Peu après, je suis allée à un concert de musique brésilienne avec un de mes enfants. Je lui ai dit, je te préviens, je vais gueuler, je vais hurler. Je sentais vraiment un besoin comme ça de sortir quelque chose de moi. Et en fait, après ces 2 fois-là, ça m'a suffi. C'est comme si j'étais plus en paix. Dans la préparation de ce podcast, vous nous avez parlé de l'importance de rendre hommage à Bruno. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, à la maison, par exemple, on a un petit hôtel comme ça pour, pas uniquement Bruno, mais nos défunts chers des dernières années. C'est un endroit où on met une bougie, une photo, des fleurs de saison. On allume de temps en temps la bougie. Avant, on l'allumait beaucoup. Maintenant, on l'allume peut-être, voilà, quand on a besoin de le sentir plus proche de nous. On a aussi toujours fait quelque chose à l'anniversaire de la date de sa mort. Donc, tous les ans, le 13 juillet, on a un peu ce rituel de se retrouver, en tout cas, les enfants et moi, juste nous, un moment de la journée. C'est un moment qui nous est très cher.
Ensuite, nous rejoignent les frères et sœurs de Bruno, leurs conjoints. Un des frères de Bruno habite loin, il habite en Amérique latine et depuis le début, tous les ans, il est revenu pour cet hommage. C'est dire, c'est touchant à quel point c'est un moment important pour nous tous. Tous les frères et sœurs de Bruno ont toujours été là, quoi. Et c'est un moment où on a fait chaque fois un rituel différent, voilà, selon les besoins de l'année. Il y a une année aussi où on a combiné ça avec l'anniversaire de ses frères et sœurs jumeaux, voilà, parce qu'on avait aussi envie d'un peu faire la fête. Et puis d'autres moments où on a fait quelque chose justement d'artistique. Par exemple, on fait une marche vers Autroche et sur le chemin, on récolte toutes sortes de choses, d'objets de la nature pour ensuite en haut, là, sur place, faire un mandala avec tous les petits cadeaux de la nature, là. Et ce sont des moments où aussi on a eu l'occasion de s'échanger des paroles sur comment on vit le deuil. C'est des moments où on a chanté, suivant les gens qui sont là. Quand il y a assez de gens qui chantent, on chante. Voilà. Il y a eu des hommages aussi dans le milieu professionnel de Bruno. Les académies dans lesquelles il donnait cours ont fait des hommages magnifiques. Puis alors, il y a une chose qui est vraiment magnifique, c'est que en fait, Bruno, il avait commencé à marcher sur le chemin de Compostelle à la sortie de sa première hospitalisation. Et ensuite, à tous les congés scolaires, il a continué un petit bout. Et la première année de deuil, mes 2 plus jeunes enfants ont décidé de continuer un petit bout du chemin pendant 10 jours. Ils ont fait ça ensemble. Et ça m'a fort touchée. L'année suivante, ma fille, qui a pris une année de break dans ses études supérieures, a carrément décidé de finir le chemin de son papa. Donc, elle a repris le chemin là où il l'avait laissé, et elle est allée jusque Compostelle toute seule. Elle a dit que ça lui avait fait beaucoup de bien, et c'était un magnifique symbole. Continuer le chemin de son papa. C'est comme ça que je dirais aussi que je vois chez mes enfants que chacun a un peu sa façon de vivre son deuil, de se connecter à son papa, à son souvenir, de vivre des symboles qui évoquent leur papa. Je dois dire que voilà, c'est l'occasion pour moi de célébrer la façon dont mes enfants tiennent la route en traversant ce deuil, et chacun à sa façon. Par exemple, ma petite fille porte en second prénom un prénom qui la relie à Bruno. Voilà, ce qui nous a aidés, c'est tout ce que Bruno a laissé derrière lui. J'estime qu'on a beaucoup de chance d'avoir quelqu'un qui nous ait laissé des centaines de poèmes. Il nous a laissé des magnifiques photos, il nous a laissé des peintures qu'il avait fait dans l'atelier d'art-thérapie de l'hôpital. Voilà, ce sont un peu tous des cadeaux qui sont là, à la fois vraiment des cadeaux visibles, sans compter les cadeaux de toutes les valeurs qu'il nous a transmises, de toutes les curiosités qu'il a éveillées en nous. Merci pour votre témoignage, Myriam. Une dernière question pour vous. Que souhaiteriez-vous transmettre à une personne récemment endeuillée par suicide ? Je lui dirais de ne pas minimiser. Je lui dirais ce que tu as vécu, c'est grave. C'est un choc violent. Accorde-toi du temps. C'est un long processus. Après une blessure profonde, accorde-toi du temps pour cheminer. Laisse couler tes larmes pour exprimer ta tristesse. Exprime par les mots. Fais de la place à ton chagrin. Prends grand soin de toi. Écoute tes besoins. Ne lésine pas sur l'aide spécialisée. Fais-toi accompagner. Et puis, je lui dirais, tu n'es pas seul. Voilà, le mot de la fin,
j'ai envie de le donner à Marguerite Yourcenar, lorsqu'elle dit « J'emporte votre âme comme une lampe d'or qui m'éclaire en marchant. » Merci beaucoup. Merci Déborah. Je me retourne maintenant vers mon collègue Nicolas Millet. Nicolas, qu'est-ce que tu souhaites évoquer après avoir entendu Myriam ? Mais tout d'abord, la grande richesse du témoignage de Myriam qui illustre, je trouve, d'une manière extensive toute la richesse du travail d'élaboration qui peut se construire autour d'un processus de deuil. Alors bien sûr, Myriam est encore en cours de ce travail de deuil, mais on sent bien tout le chemin parcouru, toute la richesse qui a pu déjà être traversée et qui est de bon augure pour la suite du processus. On voit vraiment un processus à l'œuvre. Donc c'est riche et j'espère que les personnes qui auront l'occasion d'entendre ce podcast pourront s'en inspirer. Un aspect que je souhaitais soulever et qu'on retrouve en fait chez un certain nombre de personnes qui se sont suicidées, c'est ce que j'appelle la souffrance archaïque, c'est-à-dire la souffrance qui remonte à la petite enfance, dans les premières années de la vie, et qui crée des trous dans la construction d'un être, dans sa construction psychique. Myriam a dépeint une personnalité très riche de Bruno aux aptitudes multiples qui pourrait faire penser à un observateur extérieur qu'il avait tout pour être heureux. Et il avait certainement beaucoup de choses pour être heureux, mais il portait en lui une forme de béance, une forme de fêlure qui faisait que tout ce qu'il pouvait recevoir de positif de la vie, dans la richesse de ses relations, dans la richesse de ses accomplissements extérieurs et intérieurs, quelque part, était mis en contrepoids par rapport à une souffrance, un peu comme une plaie qui ne coagulerait pas, quelque chose qui continuait à faire vivre une souffrance importante. À titre d'exemple, je souhaitais citer en fait un auteur suédois qui s'appelle Stig Dagerman, qui s'est d'ailleurs suicidé, qui a écrit un petit fascicule qui s'appelait « Notre besoin de consolation est impossible et rassasié ». Et donc dans ces blessures archaïques, il y a quelque chose de cet ordre-là, comme un trou dans une coque qui prend l'eau malgré qu'on écope et qu'on essaye d'enlever cette eau. Dès qu'on arrête d'écoper, l'eau revient et donc il y a quelque chose d'épuisant à combattre toujours, une hémorragie qui ne cesse de couler d'une certaine façon. Alors un autre aspect que j'aurais aimé soulever également et que Myriam a bien mis en évidence, c'est cette dialectique entre d'une part les mécanismes de défense qui sont bien nécessaires à la personne endeuillée par suicide pour survivre, ils vont agir d'une manière massive dans un premier temps, les premiers temps du deuil. Myriam a évoqué le déni, cette plaque de plexiglas qui était placée entre elle et ses émotions pour pouvoir fonctionner pour ses enfants, pour son travail, dans un premier temps. On peut parler également de dissociation en termes de mécanismes de défense, c'est-à-dire je me coupe de vécus émotionnels qui sont trop intenses, qui menaceraient mon équilibre dans un premier temps. Myriam a également parlé de mode zombie, ou on pourrait parler de mode automate, où on est coupé d'une partie de soi-même parce que cette partie est trop menaçante, mais à la fois, c'est comme parfois certaines personnes qui prennent des médicaments psychotropes trop puissants et qui à un moment donné ne ressentent plus leurs émotions, par exemple, ou leurs pensées qui peut-être étaient des pensées trop douloureuses, mais qui tout à coup sont comme ralenties et on sent bien qu'il y a quelque chose, on n'est plus en possession de tous ces moyens. Par rapport à ces mécanismes de défense qui ont joué leur rôle, on voit bien aussi comment Myriam, petit à petit, a réouvert les portes, on pourrait dire, du barrage par rapport à toutes ces émotions trop menaçantes dans un premier temps, et a permis d'une certaine manière un mécanisme qu'on va appeler la régression. Alors la régression, c'est quelque chose qui peut paraître menaçant parce que on peut craindre de s'y perdre, on peut craindre de ne pas savoir se relever si on se laisse aller à la pente de la régression, et pourtant, la régression est un mécanisme dont on ne peut pas faire l'économie. Si on fait l'économie de la régression, on fait l'économie aussi de la confrontation avec les blessures, avec les émotions de divers ordres puissantes qui peuvent traverser une personne endeuillée par suicide. Cette régression doit être accompagnée pour qu'elle puisse se passer dans un climat suffisamment sécurisé. Mais la régression, elle va permettre, en acceptant de régresser, de pouvoir enclencher la dynamique inverse qui va être celle de la progression. Donc ne pas avoir peur d'accueillir tout ce qui peut se manifester dans cette souffrance associée à la régression. Ça a été illustré entre autres par les rêves que Myriam a pu faire et qui l'informaient finalement que malgré qu'elle était dans un mode petit soldat qui accomplissait les devoirs qui étaient les siens, les exigences professionnelles, les rêves traduisaient un état apocalyptique, comme elle disait, qui disait, mais bon, d'un côté, continue, peut-être en mode zombie, en mode automate, mais d'un autre côté, il y a une dévastation qui demande à ce qu'on s'arrête. Et donc, je pense que l'arrêt de travail, l'arrêt maladie, est souvent une nécessité à un moment donné pour pouvoir avoir l'énergie de prendre contact avec toute cette souffrance et de s'en occuper.
Outre les rêves, je pense que le corps, Myriam a bien insisté là-dessus, le corps vient à un moment donné traduire ce que parfois les émotions ou même la pensée ne traduit pas. Les mécanismes de défense vont jouer sur le plan mental, vont jouer sur le plan émotionnel. Par contre, le corps, lui, on arrive plus difficilement à le tromper et donc lui va être le dernier réceptacle qui, à un moment donné, va exprimer le fait que la personne n'en peut plus, doit s'arrêter pour s'occuper de sa souffrance. On pourrait penser à première vue dans le témoignage de Myriam, quand elle évoque la recherche d'un écho, d'une résonance avec sa douleur à travers des lectures, à travers des podcasts, à travers des musiques, à travers des poèmes. On pourrait penser qu'il y a quelque chose de morbide dans le fait de vouloir rentrer en résonance avec des éléments qui vont peut-être même amplifier le vécu. Eh bien, au contraire, je pense que ça fait partie de la régression, toujours cette dimension-là, c'est de pouvoir appréhender à travers d'autres écrits, à travers d'autres paroles, à travers d'autres musiques, d'autres expressions de la souffrance, va nous permettre finalement de l'observer en partie de l'extérieur et de revenir à soi pour pouvoir mieux comprendre, mieux appréhender ce qui est en jeu, pour savoir comment naviguer dans ces eaux-là, comment les traverser. Je terminerai, il y avait énormément de choses qui ont été dites par Myriam, extrêmement riches. Je ne peux que, d'une certaine manière, dans mes réflexions, n'être que parcellaire. Mais je voudrais terminer par ce que Myriam a dit à propos de l'art-thérapie et dont la consigne était, après avoir fait une première œuvre, d'y revenir et de pouvoir la transformer et la métamorphoser. Je pense que c'est tout à fait symbolique, non seulement de l'art-thérapie, mais aussi du travail d'accompagnement du deuil, du processus du deuil. C'est qu'il va y avoir un processus de transformation qui va être à l'œuvre, qui va se faire pas à pas, dans un rythme lent, mais qui, si on accepte de traverser ce processus pas à pas et lentement, il y a quelque chose qui petit à petit permet d'ouvrir de nouveaux horizons, ce que Myriam d'ailleurs a bien évoqué. Donc voilà, je la remercie vraiment pour la richesse de ce témoignage qui donne de l'espoir, qui donne de la perspective et bien des outils aux personnes qui l'écouteront et qui pourront s'inspirer à leur tour de la richesse du parcours de Myriam. Merci Nicolas, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous retrouverez plus d'informations sur notre podcast sur notre site web www.préventionsuicide.be. Merci et à bientôt.